Bienvenue sur le Ring, le podcast chaud le tel quel. Je suis Rachid Alaoui et l'invité qui a accepté d'enfiler les gants aujourd'hui, c'est Omar Mahmoud Benjeloul qui est candidat aux élections législatives à Rabat, circonscription Rabat-Chella. Débat en 3 rounds, 3 thématiques. Première thématique, que peut espérer la FDG, la Fédération de la Gauche. Deuxième round et deuxième thématique sur le programme Les Alliances. Est-ce un catalogue pour la forme, concernant le programme qui a été présenté par la Fédération de la Gauche, et on finira sur votre candidature, parce que je rappelle que pour la première fois vous êtes candidat, et que vous serez candidat aux élections législatives à Rabat, Rabat-Chella. Donc on reviendra un petit peu sur les enjeux aussi de cette circonscription, et pourquoi vous, Omar Benjeloul, vous avez décidé de vous porter candidat. Sur le premier round, que peut espérer la Fédération de Gauche dans ce double scrutin législatif, régional et communal du 8 septembre? C'est quoi les attentes? Merci Rachid de m'avoir invité sur ce ring casablancais pour nous présenter à nos électeurs. Nous sommes éventuellement la troisième voie ou bien la force d'alternance qu'on présente aux Marocains entre un grand parti formé de ce que j'appelle les courants du parti unique. Ils sont plus ou moins tous pareils, avec le même programme, avec les mêmes candidats. Ils s'échangent les candidats à chaque élection, sans discours ni arrière-plan idéologique ou programmatique. Et de l'autre côté, nous avons l'islamisme politique. Entre ces deux grandes formations, nous présentons aux Marocains l'alternative et nous présentons aux Marocains la troisième voie. Donc vous vous situez entre le parti dit islamiste, selon vos propos, et les partis du courant unique. Et les courants dans du ce parti, le courant unique, vous mettez qui? Vous mettez le RNI, dans l'ordre, dans le désordre. RNI, USFP, les partis dits administratifs, avec les partis venant du mouvement national, mais qui ont malheureusement pourri de l'intérieur. Sauf que malheureusement, Omar Mahmoud Benjeloul, c'est que ces partis-là devraient, en tout cas, dans ces partis-là, devrait jaillir le premier parti qui arrivera en tête aux élections, et ce ne sera pas la FDG. A priori, ce n'est pas... c'est un sentiment que vous partagez? On ne tire pas la charrue avant les bœufs. La FGD bénéficie d'une très très grande sympathie. Et évidemment, le plus grand parti du Maroc, c'est les 80% d'abstentionnistes avec qui nous partageons le même constat, avec qui nous partageons la même conscience. Et donc nous, contrairement aux 80% d'abstentionnistes, nous avons choisi de participer aux élections pour porter la voix à l'intérieur des institutions politiques, de protéger les Marocains de toutes les lois et de toutes les décisions en termes de gouvernance qui seraient antipopulaires, et bien sûr présenter aux Marocains un programme social, un programme de redistribution de la richesse et un programme qui leur permet, on reviendra effectivement sur de la dignité. Sur le programme, mais bon, tous les partis que vous avez qualifiés à la fois d'islamistes en concernant le PJD ou les partis dits du courant unique, c'est les partis qui tablent les uns les autres à peu près à scorer autour de 80, 82, 84, voire 85 députés. Nous sommes sur le terrain. Est-ce que du coup, c'est vous êtes la deuxième div, et en fait, et là, c'est la Ligue des Champions, et vous êtes complètement déconnecté en fait? Absolument pas. Nous sommes dans un travail de graduation. Nous essayons de convaincre un maximum de Marocains et de Marocains pour aller voter le 8 septembre, et bien évidemment nous partageons avec eux la conscience collective. Je reviens encore une fois sur un chiffre, nous sommes dans 70% d'abstention, qui est le plus grand parti du Maroc, avec qui nous partageons éventuellement. Mais ces abstentionnistes ne vont pas voter, que ce soit pour la FDG ou pour d'autres. Nous essayons éventuellement de les mobiliser, et nous sommes convaincus qu'une fois il y a une baisse des abstentionnistes, cette baisse des abstentionnistes ne peut voter que pour la Fédération. Ça veut dire que clairement, Omar Mahmoud Benjeloul, si demain, mercredi, il y a une forte abstention, la FDG est morte? Non, pas forcément. Politiquement, nous avons bien sûr des Marocaines et des Marocains, des électeurs qui nous font confiance parce que nous les avons convaincus qu'il ne sert à rien de s'abstenir, qu'il ne sert à rien de boycotter, parce qu'il ne faut pas attendre à ce que le fruit mûrisse. Il faut éventuellement pouvoir apporter de la voix au sein de ces institutions politiques pour permettre une protection des Marocains, du denier public, une protection des Marocains par rapport à toutes les lois antipopulaires, et donc revenir vers eux, vers un programme. Il y a de l'argent au sein des communes, il s'agira juste de le connecter avec une certaine idée de l'intérêt général que nous offrons aux Marocains. Les courants du parti unique, comme le parti de l'islamisme politique, ont toujours été dans des coalitions gouvernementales, donc ils sont tous complices d'un crime contre les Marocains. Il s'agit aujourd'hui... Complices de quoi? Ils sont complices d'un crime contre les Marocains. Les chiffres sont criants. C'est une accusation très grave, vous employez un terme. Oui. C'est une métaphore, évidemment. C'est une métaphore pénale de par ma déformation professionnelle. C'est des formations professionnelles, parce que je rappelle que vous êtes avocat de formation et de métier. Absolument. Donc quand j'entends l'avocat, en plus candidat aux élections législatives, parler de crime, ça m'interpelle. Oui. Crime contre les Marocains. Élargissement des couches de paupérisation, élargissement des chiffres relatifs au chômage, élargissement de la mise à carreau et du licenciement de dizaines de milliers de Marocains. Vous n'avez pas échappé qu'il y a eu le Covid qui est passé par là aussi. Il y a eu le Covid qui est passé par là. Mais 2 années Covidées. Absolument, mais il y a la communication officielle de ce gouvernement où les courants du parti unique, comme le parti islamiste, communiquent autour du fait qu'il y a eu une croissance, ce qui est un mensonge. Donc la FGD opte pour un discours de vérité, opte pour un discours éventuellement qui permet de donner aux Marocaines et aux Marocains les vrais
les vraies données et les vraies informations pour un travail pédagogique, pour qu'on puisse ensemble peser dans l'institution politique, qu'elle soit communale ou législative. Avant de passer au deuxième round, donc sur le programme justement économique que vous avez proposé, vous avez écouté dimanche après-midi Abdel Benkiran vers 16h15, 16h20 s'exprimer sur sa page Facebook et en prenant en grippe un chef de parti politique, en l'occurrence RNiste, qui se prénomme Aziz et qui se nomme Arnouch. Vous avez écouté? Moi, mon rôle n'est pas de commenter les déclarations d'un parti concurrent, aussi bien sur la question idéologique que sur la question programmatique, mais j'estime qu'un ancien Premier ministre, une fois qu'il aurait éventuellement démissionné, devrait avoir une obligation de réserve et être plus ou moins dans un pesanteur où il observe de loin vous condamnez, la scène vous politique. condamnez pas les propos tenus par Abdel Benkiran, mais vous condamnez le fait que l'ancien chef de gouvernement se soit exprimé. Ça serait un cadre de la fédération de gauche qui aurait dit la même chose, il aurait la légitimité nécessaire pour pouvoir le dire. Mais lorsque vous gouvernez avec le même parti sur 10 ans, il ne s'agit pas de venir aujourd'hui faire une capsule pour faire campagne électorale pour les siens et donc taper sur ses anciens alliés. Il faut juste qu'on se rende compte qu'aujourd'hui, par rapport aux élections, il ne sert absolument à rien de se détacher pour faire campagne. Ils étaient complices, encore une fois, contre les intérêts des Marocains dans un gouvernement qui a duré pendant plus de 10 ans. Pour ce qui est du RNI, il est là depuis une vingtaine d'années. C'est pas aujourd'hui qu'il va éventuellement prôner le changement. Juste dernière petite chose, je ne sais pas si vous allez commenter ou pas en tout cas, mais lorsqu'Abdel Benkiran a tenu à mettre en garde l'État et les Marocaines et les Marocains, leur disant attention, Aziz Arnouch n'est pas en capacité, ne sera pas en capacité parce qu'il n'a pas l'étoffe, il n'a pas l'épaule, il n'a pas le charisme d'affronter le peuple demain s'il y a des réformes impopulaires, bref, s'il y a des choses sur lesquelles un chef de gouvernement doit présenter et assumer, et en disant qu'il y avait le risque d'un retour du mouvement du 20 février. Non, ce qu'on dit, c'est une menace en l'air ou ce qu'on dit, nous, ce n'est pas pour personnifier, je ne cite personne. Ce que nous disons et ce que disent les Marocains et même les observateurs politiques, je suis aussi enseignant à l'université en sciences politiques, on peut constater à l'œil nu que les partis administratifs, ce que j'appelle les courants du parti unique, n'ont absolument aucun arrière-plan, ni idéologique ni programmatique, mais ce sont des machines électorales qui séquestrent la volonté des couches populaires pour pouvoir éventuellement, avec des pratiques malsaines, en matière démocratique, acheter des voix pour pouvoir avoir des strapontins. Est-ce que vous seriez offusqué de voir, hypothétiquement, si je puis dire, Aziz Arnouch à la primature? Non, mais on tire pas la charrue encore une fois. Est-ce que vous dites, ouais, ça serait la consécration du pognon, du fric? Pour la fédération, effectivement, pour la fédération de gauche, on se positionne dans le cadre de constituer la prochaine force de transition un mercredi 8 septembre 2021. Si on n'arrive pas premier, il s'agira d'être une force de proposition qui arrive à protéger les Marocains de toutes les décisions qui sont contre-populaires et qui sont contre l'intérêt général et la justice sociale et leur dignité. Round numéro 2, le programme et les alliances possibles, en tout cas sur le programme. Donc j'ai intitulé ça un catalogue pour la forme avec un point d'interrogation, parce qu'en ayant parcouru le programme de la FDG, la Fédération de la gauche, j'ai pas trouvé grand-chose. J'ai l'impression que il faut faire un programme, donc on prend un programme, mais il n'y a pas forcément des choses très percutantes. Le RNI propose de créer 1 million d'emplois. Le PAM prévoit des taux de croissance de 6, 7, 8%. Vous, c'est calme plat. Non mais ça c'est vous qui le dites. C'est moi. C'est vous qui le dites. C'est mon appréciation personnelle. Donc il ne faut pas oublier que la Fédération de gauche est un consortium entre 3 partis, plus la société civile, plus des syndicats qui n'ont pas démarré il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Ce sont des continuums du mouvement national qui ont présenté au Maroc des programmes qui sont complètement clairs sur les questions économiques, sociales, culturelles et éventuellement sanitaires ou éducationnelles. Donc il n'y a absolument aucun mystère par rapport au fait que notre littérature, à la fois idéologique et programmatique, a toujours été d'actualité. La seule chose qu'il y a, c'est que nous nous sommes protégés des alliances contre nature, nous nous sommes protégés de toute la corruption ambiante dans la gouvernance en matière communale et la gouvernance en matière gouvernementale. C'est pour cela que, éventuellement, notre programme est encore intact, à part le fait que, bien évidemment, il y a eu Covid qui est passé par là. Donc, nous nous sommes adaptés à cette pandémie pour qu'on présente au Maroc une politique publique transversale qui pourrait les sortir de la misère. Mesure phare du programme de la Fédération FDG, c'est justice sociale. Ce n'est pas une question de financement, c'est une question de gouvernance. Je vous donne un exemple. Il s'agit par exemple de plafonner toutes les factures eau, électricité, services essentiels dans les quartiers populaires. Ça, nous pouvons le faire. Plafonner, c'est-à-dire de mettre le kilowatt
de manière égalitaire et... De mettre un prix. Un prix De mettre un prix plafonné pour les quartiers populaires. Ça, c'est une mesure qui ne nécessite pas un financement, c'est une mesure qui nécessite une relecture des contrats de délégation de services publics entre la ville et l'entreprise qui éventuellement distribue l'eau et l'électricité. C'est plutôt entre le ministère de l'Intérieur et les collectivités territoriales. Les collectivités locales ont tout de même leur mot à dire. Il faut avoir le courage de sa politique et en même temps intervenir d'un point de vue législatif sur la question de la loi relative à la délégation du service public. Et c'est pour cela que l'actuelle élection est une élection intéressante parce que c'est pour la première fois que le Marocain consciencieux fera un lien dialectique entre la question communale et la question parlementaire. Ce n'est pas un parlement qui débat, qui parlemente. Non. La loi autour de kilowatts. La loi, le kilowatt, l'eau, la question par exemple pétrolière, c'est une honte d'avoir un crash de 70% à l'échelle mondiale et de ne pas avoir une baisse du prix à 70% à la pompe. C'est une honte. Où est parti les 70% d'écart? Donc là, il y a 17 milliards, il y a 17 milliards de dirhams qui se sont envolés, évaporés. Ça fait beaucoup d'hôpitaux, ça fait beaucoup d'écoles, ça fait beaucoup de routes, beaucoup d'aéroports et beaucoup de ports. Est-ce que ça fait pas beaucoup populiste, ça aussi, de dire ça? 17 millions, on pourrait faire avoir tant d'hôpitaux, d'abord le populisme, tant de centres culturels et tant d'écoles. D'abord le populisme n'est pas un mot péjoratif parce qu'il vient de peuple. Et tout ce qui vient de peuple est légitime. Et notre force en tant que fédération de gauche, c'est que nous sommes un parti légitime, une légitimité historique, une légitimité militante, une légitimité scientifique et professionnelle de tous nos candidats, de tous nos militants, contrairement au courant du parti unique qui exploite la misère pour faire leur campagne, qui exploite la misère pour acheter des voix et qui exploite la misère pour se positionner d'une manière creuse sur l'investissement. Est-ce qu'en plafonnant le kilowatt dans tous les quartiers populaires du pays, est-ce que c'est ça qui va contribuer au redressement? C'est un exemple. Au redressement économique du pays? C'est un exemple. À la lumière du nouveau modèle de développement? C'est un exemple. Il y a des failles sur notre gouvernance où le Marocain paye 3 fois, 4 fois l'impôt. Il paye l'impôt une fois, il repaye l'impôt sur l'électricité. Il paye l'impôt une fois, il repaye l'impôt sur l'éducation. Il est anormal que vous payiez votre impôt et que vous devez payer un impôt supplémentaire qui relève des frais scolaires. Il est anormal de payer votre impôt et que vous payez encore une fois les frais d'hospitalisation. Donc tout cela doit arrêter. Soit on ponctionne de l'IR pour que les salariés puissent avoir plus d'argent. Donc c'est une question de pouvoir d'achat. Sinon, on doit éventuellement cesser l'hémorragie. Est-ce qu'il n'est pas normal? Qu'est-ce qui est normal ou pas normal? Est-ce que c'est la pression fiscale qui pèse sur les contribuables et sur un nombre de contribuables limité, ou le fait que beaucoup de nos contribuables échappent à l'impôt? Dans les pays scandinaves... Échappent à l'impôt. Oui, mais... Ils sont plus nombreux à échapper à l'impôt que de s'acquitter de leur impôt. Notre problème, ce n'est pas échapper à l'impôt. Notre problème, c'est où va l'impôt. Quand vous voyez dans des pays scandinaves où les citoyens font la queue pour donner plus d'impôts parce qu'ils savent très bien qu'à la sortie, ils ont un service... Ça, c'est Oslo. Oui, pays scandinaves, Allemagne, etc. Oui, mais ici, comprenez-moi, ici, vous payez votre impôt et vous ne savez pas où va votre impôt. Donc, soit on paye nos impôts et on a un service public qui est service public d'éducation et de santé, ou bien on cesse de ponctionner parce que le privé a pris le dessus. On ne peut pas être dans une logique de bénéfice, dans une logique de profit, dans ce qu'on appelle les services publics essentiels, parce que, permettez-moi juste cela, parce que l'éducation est, avant d'éduquer un peuple, c'est une question de souveraineté, parce qu'on construit le citoyen qui défendra la patrie par la suite. Est-ce que légitimement vous êtes convaincu, Mahmoud Bejouli, qu'on peut faire marche arrière et que la FDG, si elle arrive aux responsabilités, pourra réorienter toute la politique éducative? Nous sommes convaincus. Et donc de renforcer l'école publique au détriment de l'école privée? Notre priorité, c'est de redresser l'école publique. C'est dans l'école publique que l'ascenseur social marche. C'est dans l'école publique que l'espace... Il marchait dans les années 60 et 70. Pourquoi? Parce qu'il y avait un mouvement national. Le mouvement national portait, nous sommes le continuum de ce mouvement national. Il portait des valeurs. Ces valeurs ont été un tant soit peu difficilement mises en place. Aujourd'hui, le service public de l'éducation a été complètement abandonné au profit, abandonné au capital et abandonné aux bénéfices. Et cela doit absolument cesser pour que l'impôt, encore une fois du Marocain, l'impôt de ce salarié puisse voir éventuellement une interprétation dans les services publics essentiels. En 2016, il y avait 2 députés de la Fédération de la gauche, on est bien d'accord? Omar Balafrej et Moustapha Chinaoui, qui est toujours candidat. Omar Balafrej qui lui ne sera pas candidat. Tout à fait. Et 2 députés, déjà ça pèse pas dans l'hémicycle, ça pèse pas au Parlement. Je viens en 2021. Si vous êtes au max à 2 députés, ou voire un peu moins, votre voix VOX? Alors, d'abord... Voix VOX pour amener une voix VOX. Alors, je vais me permettre de réagir sur 3 points. Allez-y. Premièrement, un de nos députés vaut mieux que 100 députés parce que tout simplement, ils disent la vérité et ils sont là avec, encore une fois, une légitimité politique. Deuxième point, c'est que nous avons été sur tous les territoires le dernier score après le dernier siège. Ce qui veut dire que si on avait un tant soit peu
mis en place des mécanismes électoraux malsains comme le font les courants du parti unique, on serait éventuellement la force première. Nous ne voulons pas agir politiquement et nous ne voulons pas construire notre légitimité ou la renforcer ou la développer sur des procédés qui sont malsains. Il est facile de ramener éventuellement des gens qui n'ont absolument aucune légitimité politique mais qui ont beaucoup d'argent pour faire du blanchiment ou bien pour se couvrir ou bien pour le prestige, etc. Si vous voulez demain avoir 20 ou 25 députés au Parlement, c'est facile. Si on veut avoir 125 députés, on peut l'avoir dans le cadre des procédés que font les courants du parti unique. Mais nous, non. Nous avons notre base qui est les 70% de personnes qui ne votent pas. Il s'agira de les convaincre de voter d'abord pour qui ils font confiance et ensuite, bien sûr, pour la fédération de gauche et pourquoi pas pour Omar Benjeloul. Donc je rappelle, on va passer au troisième round. Oui. Sur votre candidature 2021, élection, parce que je rappelle que vous portez candidat aux élections législatives, la circonscription, pas celle de Rabat-Océan où il y a le chef de gouvernement. Saladin Ouattara qui va se présenter, mais vous avez choisi Rabah Chella. Rabah Chella qui est la circonscription de la mort. La circonscription de la mort plus populaire. Mais tout d'abord, pourquoi vous avez décidé pour la première fois de jeter dans la gueule du loup ou descendre dans l'arène? Parce que on est passé d'un stade. Vous avez quelque chose à vous prouver, personnellement? Quelque chose à me prouver. Oui. Non, il ne s'agit pas de faire une je sais pas. Nous sommes en train de construire une troisième force politique entre, encore une fois, le mouvement islamiste et les courants du parti unique. Je suis un cadre de la gauche qui a une responsabilité historique vis-à-vis de ce pays. Il s'agit de mouiller le maillot, d'aller sur le terrain, d'aller à la chasse des voix de conscience, des voix propres pour qu'on puisse construire cette troisième force entre ces différents courants qui minent et qui bloquent l'évolution du pays parce que les institutions politiques doivent accompagner l'élan stratégique pour pouvoir aboutir à un vrai développement. Donc c'est pas une candidature pour l'honneur, parce que c'est la thématique du troisième round. Une candidature pour l'honneur, c'est pas une candidature pour l'honneur. Non, ce n'est pas une candidature pour l'honneur. Une candidature pour l'honneur, c'est une approche qui s'inscrirait dans la résolution d'un complexe historique. Nous n'en sommes pas là. Je suis membre du Conseil de l'ordre du barreau des avocats de Rabat. Je suis membre du bureau national des barreaux du Maroc. Je suis professeur universitaire. J'ai un cabinet d'avocats aussi bien en France qu'au Maroc. Donc, c'est ça? Il ne s'agit pas. Non, pour vous dire que nous nous inscrivons dans un patriotisme. La gauche a des cadres. Je ne suis pas le seul, mais tous les candidats qui sont dans tous les circonscriptions du royaume sont des candidats qui ont la même légitimité. Une légitimité historique, militante, professionnelle et scientifique pour qu'on puisse défendre l'intérêt des Marocains. Nous ne sommes pas là pour nous enrichir, nous ne sommes pas là pour éventuellement nous protéger des poursuites judiciaires. On parle ça d'immunité. C'est ça? Absolument. Donc c'est pas une candidature pour l'immunité parlementaire, parce qu'on parle beaucoup d'immunité aujourd'hui, depuis 2 ans au niveau du Covid, mais là on parle de politique, c'est immunité parlementaire. Circonscription Rabah Chella, donc je le disais, 22 compétiteurs en lice? 21 compétiteurs. 21 compétiteurs pour 3 sièges? Absolument. Vous avez combien votre pourcentage de chance d'être élu? Nous serons les premiers. Ah bon? Bien évidemment. Vous êtes sûr du coup? Oui. Il y a des stagiaires qui vous a envoyé son fils. Vous l'avez rentré les pattes? C'est pas grave, nous ne sommes pas dans l'héritage des sièges, nous sommes dans l'héritage des valeurs, cher. Nous sommes dans l'héritage des valeurs. Nous faisons hériter, et justement, le vrai leader, c'est celui qui fait hériter des valeurs à sa progéniture. Moi, mon père est militant, comme vous le savez, mon oncle est un martyr de la gauche marocaine, et comme vous le savez, nous avons hérité de valeurs. Nous n'avons pas hérité d'agréments, nous n'avons pas hérité de lopin de terre, nous n'avons pas hérité de privilèges, nous avons hérité de valeurs qui nous permettent de continuer pour défendre le peuple marocain. Vous dites ça avec ironie ou pas? On n'a pas évoqué hérité d'agréments ou de lopin de terre? Est-ce que vous avez dit ça de manière Non, c'est pas une question d'ironie. Je parle je vous pose la question, de succession relative aux privilèges et il y a une succession relative aux valeurs. Nous avons hérité de valeurs et non pas de privilèges. Donc vous considérez être sur les 21 compétiteurs arrivés dans les 3 premiers? On sera les premiers. Être sur le podium? On sera les premiers. Pourquoi vous avez choisi cette circo, Rabah Chella? Parce que... il y avait Rabat-Océan, d'ailleurs ça avait porté chance à Omar Balafrèche en 2016. Alors, je me dis pourquoi Omar Mahmoud Medjaoui, il a contourné, il est parti du côté de Chella? Non, Rabah Chella, je suis géographiquement extrêmement légitime de par le fait que je suis un natif du quartier Ihsan, je suis de la Médina, donc Médina et Ihsan, c'est le fer de lance de notre circonscription. J'ai fait toutes mes études scolaires au niveau collège et au niveau lycée dans la circonscription, notamment au lycée Dar Salam qui jouxte les quartiers populaires de la circonscription à Taqdoum ou Haïn Nahda, donc j'estime être légitime. Aujourd'hui, mon cabinet d'avocat principal qui est à Rabat est aussi au quartier Ihsan à la rue Alexandrie, donc je suis complètement géographiquement légitime, contrairement aux autres candidats qui viennent plus ou moins de ce là. On peut se dire, Omar Balafrèche en 2016 a été élu député du côté de la circonscription de Rabat-Océan, c'est aussi la fédération de la gauche. Donc vous auriez pu vous positionner sur cette circo, compte tenu qu'Omar Balafrèche n'est pas candidat à sa propre succession, en tout cas la députation.
Je ne suis Une pas, sorte de logique ou de cohérence politique. Je ne suis pas dans une logique électoraliste. Moi, je suis dans une logique où la gauche doit absolument imprégner le maximum de citoyens et de votes de conscience. Je suis légitime dans la circonscription de Rabachella de par ma connexion avec mon quartier natal. Je suis légitime à Rabachella de par ma connexion avec les quartiers populaires. Et donc, je suis candidat de la fédération de gauche à Rabachella. Reste à savoir si vous allez jouir de la légitimité populaire le mercredi soir. Encore une fois... Parce que cette légitimité populaire, c'est celle qui compte le plus. Le curseur, et qui fait la différence. Alors, excusez-moi, ouais. mais le résultat au Maroc n'est pas un curseur de légitimité populaire de par les pratiques antidémocratiques des partis dits administratifs et des courants du parti unique. Lorsque vous achetez des voix, lorsque vous utilisez la pauvreté de certaines poches paupérisées de la population, et lorsque vous avez 80 à 70%... Vous avez ça dans votre circuit? Évidemment, et il n'y a que ça. Ouais. Donc quand vous avez 70% d'abstention et quand le reste est à moitié acheté, est à moitié, alors vous avez des procédés, si vous voulez, on peut les étaler. Mais lorsque vous avez des dizaines... Mais pourquoi vous portez candidat là? Pourquoi vous portez candidat? Parce qu'il s'agit de construire une légitimité politique véritable. Mais populaire, on est bien d'accord. Populaire, véritable, parce que le peuple n'est pas à la corruption électorale. Il y a une infime partie qui est de 10%, qui est paupérisée, qui est sous l'illégalité et donc qui est sous le couperet et la menace de ces partis administratifs. Si vous voulez, je vous donne quelques exemples de procédés. Allez-y très rapidement. Des partis administratifs prennent des milliers de cartes nationales et les séquestrent jusqu'au jour du vote. Partis administratifs, c'est qui ça? Les partis administratifs, c'est je ne cite personne, c'est les courants du parti. Pourquoi vous avez peur de citer un parti politique? Je n'ai peur de personne. Vous êtes parti de l'administration, donc ça serait plus simple de nommer les choses, de dire tel parti et pas tel parti. Oui. Est-ce que c'est plutôt le RNI? Est-ce que c'est plutôt l'Istiqlal? Est-ce que c'est plutôt le PAM? Oui. Ça vous gêne? Est-ce que ça vous gêne de répondre? Non, c'est pas que ça me gêne. Nommément. Il y a des partis administratifs qui utilisent de l'argent et de la séquestration de documents identitaires pour pouvoir... Après les crimes, la séquestration, c'est... évidemment, quand vous séquestrez les documents officiels de citoyens pour que vous soyez sûr que le jour du vote vont aller voter, comment est-ce que vous appelez ça? Mais c'est catastrophique. Donc nous venons pour sortir la population de ce type de procédés et de les sortir de ce type éventuellement de menaces. Pourquoi vous n'avez pas déposé de recours durant cette campagne électorale? Pourquoi je n'ai pas déposé de recours? Parce qu'il faut qu'on se concentre sur notre campagne. Nous avons 80 à 70% d'abstention. Il s'agit de les convaincre pour voter pour la gauche. Donc en fait, pour les convaincre aussi, je crois savoir que pour passer dans votre circonscription, à l'instar de de toutes les circonscriptions d'ailleurs à travers le Maroc, il faudra faire au moins entre 15 000 et 17 000 voix pour être sur le podium. Ça dépend. Oui, mais bref, je sais pas si ça dépend de chaque circonscription. Vous avez certainement fait vos calculs. Mais en tout cas, les circuits, il faudra en faire 25 000, d'autres il faut en faire 10 000. Mon cher Rachid, on se donne rendez-vous le 8 septembre. Vous allez trouver la fédération de gauche première à Rabat. Rabat? Oui. Rabat Océan et Rabachella? Partout à Rabat. En tout cas, Rabachella, dans la circonscription que j'ai investie, nous serons premiers. Et si c'est pas le cas, vous allez dire on a perdu parce qu'il y avait des pratiques malsaines, parce qu'il y avait de la corruption, parce qu'il y a des pratiques malsaines, je vous le dis avant le résultat. C'est une réalité. Mais malgré tout, vous dites on finira premier. On finira premier. Et je serai élu. On finira premier, c'est pas que je serai élu. On a 3 sièges. On va finir premier. Élu, ça, on n'en parle même pas. Mais vous ambitionnez quand même d'être député de la nation. Oui, évidemment. Pour la FGD, c'est-à-dire que la fédération de gauche aura éventuellement son groupe parlementaire, voire plus, pour inscrire la fédération de gauche dans le cadre de ce que je vous ai dit, la construction d'une force de transition et la construction d'une troisième voie entre les islamistes et les partis administratifs. La FDG qui perd Omar Balafrèche, donc qui a décidé de ne pas se porter candidat en 2021, mais qui pourrait être suppléé, entre guillemets, par Omar Mahmoud Benjeloul. Ce n'est pas un jeu de chaises musicales, nous avons un programme, nous avons une identité, nous avons une histoire et nous avons un avenir. Il ne s'agit pas de suppléer qui que ce soit, il s'agit éventuellement d'instaurer un principe, une élection, un mandat. Donc, nous donnons l'exemple de par nos candidatures qui sont des candidatures... Des candidatures propres? Parce qu'il y avait un ministre Régis qui avait parlé de culture propre. Est-ce que là, vous considérez être porteur d'une candidature propre? Depuis tout à l'heure que je vous dis que nous sommes... Candidature propre ou pas? Candidature propre? Je pense que c'est quelque chose que vous pouvez revendiquer légitimement? Heureusement, nous le revendiquons dans tous les médias, nous revendiquons dans nos meetings, nous le revendiquons devant l'histoire, nous le revendiquons devant toutes les consciences. Nous, justement, notre point fort, c'est une candidature plus que propre, c'est une candidature légitime. Je dis bien légitime d'un point de vue historique, militant, scientifique et professionnel. Encore plus propre que propre, c'est ça? Si vous voulez. Merci en tout cas à vous, Omar Mahmoud Benjeloul. Je rappelle que vous êtes candidat donc aux élections législatives, circonscription de Rabachella, où il y aura 21 compétiteurs, tous sexes confondus, je crois qu'il n'y a que des hommes.
Il n'y a que des femmes, il n'y a que des hommes dans ce circuit, non? Non, il y a des femmes qui sont dans des différentes listes, mais on n'est pas dans l'approche genre. Nous avons, en tant que gauche, dépassé cette question. Le premier critère est un critère de compétence et non pas un critère de genre. Et de valeur. Et de valeur. Merci en tout cas à vous, Mahmoud. Omar, Mahmoud Benjelloul. Ça me fait plaisir d'être sur le ring et ça permet éventuellement d'encourager les classes populaires par rapport au sport. Je vois la photo de Mohamed Ali voilà. et effectivement, la réussite par le sport, la réussite par l'éducation, la réussite par la culture, c'est un peu notre priorité. Merci en tout cas à vous, Omar Mahmoud Benjelloul. Je rappelle donc candidat aux élections législatives, circonscription Rabat, Chella. Le podcast sur le ring, c'est terminé pour aujourd'hui. À la réalisation, Edam El Harshawi. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et de streaming.